Bonjour à toutes et tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Godard, dirigeant d'Elevation Capital Partners, un spécialiste du private equity. Bonsoir, Julien. Bonsoir Jean-Olivier. Alors, nous sommes ravis d'animer ce nouveau live qui va parler spécialement du private equity. Alors, parler du private equity, c'est une classe d'actifs qui a le vent en poupe. Ce soir, le challenge va être grand puisque l'objectif est de balayer le spectre du private equity et de voir avec notre audience ce soir le niveau de compétence, de connaissance et de balayer et de, on va dire, et d'aller plus en détail sur le marché du private equity, sur la classe d'actifs du private equity. Donc, Hélène Barousset et Xavier Gérard ne sont pas présents à l'animation ce soir, mais ils resteront bien sûr disponibles pour répondre à toutes vos questions. Donc, dans un premier temps, je vous propose de faire un petit point rapide sur le Centre du patrimoine pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui connaissent ou qui veulent reconnaître ce que nous faisons. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec Julien. On vous souhaite à tous un très très bon webinaire. Alors, pour le coup, le Centre du patrimoine, on est créé depuis 2001. On conseille aujourd'hui 450 familles. On est une société familiale. Aujourd'hui, on va dire que les principales qualités que nous essayons de développer, c'est la proximité, la réactivité et surtout la stabilité de la relation dans le temps. Voilà, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, tous nos clients apprécient. Euh, alors, aujourd'hui, focus sur Elevation Capital Partners. Je vais laisser la parole, bien sûr, à notre invité ce soir pour présenter la société qu'il représente et l'univers du private equity dans lequel il officie. Julien, à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Elevation Capital Partners, c'est une société de gestion qui fait partie du groupe Interinvest. Donc, Interinvest, c'est un groupe qui s'est familial lui aussi, en fait, depuis 32 ans, souvent bien connu en fait des uns et des autres, qui a comme particularité de pouvoir créer en fait et distribuer des produits financiers à travers un ensemble de partenaires. À partir de 2015, le groupe s'est diversifié en termes de produits avec le capital investissement à travers une société de gestion qui s'est appelée dans un premier temps Interinvest Capital et qui est devenue maintenant Elevation en fait Capital Partner. Donc aujourd'hui, cette société de gestion qui est dédiée au capital investissement, elle est, excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone. Elle est dédiée en fait au capital investissement. Elle gère un peu plus de 325 millions d'encours sous gestion et son objectif, c'est de pouvoir gérer environ 1 milliard dans 5 ans. Et elle repose, aujourd'hui, il y a trois grandes verticales, en fait, trois grandes stratégies d'investissement. Growth, c'est ce qu'on appelle du capital développement qui permet de financer la croissance des entreprises, qui est la stratégie historique. Des fonds thématiques, principalement connexes au secteur immobilier, et les fonds de fonds dont on va plus particulièrement parler ce soir. Alors, merci Julien. On rentrera bien sûr dans le vif du sujet du private equity juste derrière. L'intérêt aujourd'hui euh, pour nos auditeurs, c'est de comprendre qu'en fait, grâce au private equity, on investit dans l'économie réelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nos clients veulent de plus en plus avoir du sens quand ils investissent. Et pour le coup, le private equity permet de le faire. Alors, j'en profite pour faire un focus sur ton parcours, Julien. Un parcours, pour le coup, qui est à la base un parcours d'ingénieur Absolument. dans une école que les Toulousains connaissent bien, à Super Héros. Et puis après, tu es tombé je dirais, dans le private equity dans les années 2000 Mmh. et tu ne l'as plus jamais quitté. C'est presque ça. J'ai découvert le private equity en fait en 2002. Non, non, mais c'est exactement ça. J'ai découvert en 2002 quand j'étais dans un cabinet de conseil en stratégie et j'ai été amené à faire des audits stratégiques pour des entreprises que des fonds souhaitaient racheter. Et j'ai totalement découvert ce métier à cette occasion-là en me disant bah, c'est quand même un mix intéressant entre ben, j'ai des capitaux, je vais les placer dans un projet auquel je crois avec une dimension stratégique, financière et humaine qui est une alchimie plutôt sympa. Après, j'ai été compléter ma formation en faisant un MBA à l'INSEAD, à Fontainebleau. Et ensuite, à partir de 2006, là, je n'ai plus quitté en fait le capital investissement, puisque j'ai d'abord travaillé pendant une dizaine d'années dans un fonds qui investissait dans des PME. Donc, j'ai réalisé une quarantaine d'investissements directement dans des entreprises, aux côtés d'équipes de direction dans tous les secteurs, plutôt des PME entre 10 et 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, à partir de 2015, j'ai rejoint en fait un groupe bancaire où j'ai créé en fait leur activité de capital investissement. Donc j'ai créé la société de gestion d'Axtra Capital, j'ai créé en fait différents fonds qui investissaient dans les entreprises
Et puis, j'ai commencé à investir en fait le bilan de la banque dans plusieurs fonds et créer des fonds de fonds, donc dont on va parler en fait après. Donc des produits qui permettent d'accéder à l'ensemble des couleurs en fait du private equity qui étaient commercialisés dans un premier temps dans la banque privée. Et j'ai rencontré Interinvest moi à cette occasion-là. Et on a eu des discussions sur des projets de partenariat qui n'ont pas abouti avec la banque, mais qui ont fait que j'ai rejoint Interinvest parce que c'était beaucoup plus rigolo de le faire comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, pour que nos clients comprennent, en fait, le private equity, donc bien sûr revenir sur ce que c'est, comment ça fonctionne, mais concrètement, on investit donc dans des entreprises. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution, on va dire, du private equity depuis 4-5 ans, nos clients peuvent avoir accès à du private equity de qualité institutionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire concrètement avoir accès à des véhicules d'investissement qu'un particulier, je dirais avec quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros, ne pourrait pas souscrire aujourd'hui. C'est un peu ça Mm. l'idée aujourd'hui du private equity depuis 5 ans et dans son évolution. Ouais, bah, on y reviendra justement un petit peu en historique pour mettre ça en perspective sur une dizaine d'années sur les particuliers en France, mais une slide en fait sur le sujet. Donc on va plonger directement dedans, comme ça on aura directement la réponse à ce que tu évoquais, Geneviève. Donc quand on parle en fait quand on parle du private equity, c'est souvent quelque chose qu'on ne connaît pas forcément très bien, même si dans beaucoup de situations, on peut se retrouver en fait à faire du capital investissement, puisque ça consiste simplement à détenir en fait des titres non cotés, donc des parts de sociétés ou des obligations ou des titres émis par des sociétés qui ne sont pas cotés en bourse. Et donc, ça représente, alors juste un petit point technique pour passer les slides, c'est moi qui le fais, Ah, c'est toi qui le fais? non, c'est juste, tu peux le faire directement et C'est puis juste ah ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Et en même temps, je peux lancer un sondage. Tiens, pendant que tu regardais ça, je peux lancer un sondage pour savoir qui connaît, pour le coup, qui connaît le private equity dans notre audience. Comme ça va permettre d'avoir une petite visibilité. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez le terme private equity? Je rappelle que donc, vous pouvez répondre au sondage. Et n'oubliez pas également que vous avez la possibilité de poser vos questions en bas à droite. Vous avez la capacité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra au fil du webinaire. Donc c'est assez mitigé, hein, on n'a pas une connaissance totale, mais il y en a qui connaissent quand même. Alors je te laisse dérouler, hein, Julien, vas-y, tu peux y aller. Ah, je découvre l'iStorm avec toi, c'est très sympa. Mais écoute, Bon, on essaie d'être interactif, tu vois. OK. Donc, bref, le private equity, je vais remettre les choses un petit peu en perspective. C'est une classe d'actifs qui consiste à investir dans des titres qui ne sont pas cotés en bourse et qui a connu en fait une très forte évolution au cours des 20 dernières années. C'est quelque chose qui a démarré, grosso modo, on prend la naissance du private equity, c'est un peu après la Seconde Guerre mondiale. C'est un Français, le général Doriot, qui a créé ça en fait aux États-Unis, plutôt sur des activités de financement d'idées, en fait, là où les banques n'allaient pas. Et puis c'est quelque chose qui, voilà, représentait quelques milliards en fait en 2000 et qui aujourd'hui représente dans le monde un peu plus de 9 000 milliards. Pour vous donner des ordres de grandeur, l'ensemble des marchés cotés américains fin 2022, c'est environ 45 000 milliards. Et dans les 9 000 milliards dont on parle, il y en a quand même une énorme partie qui est aux États-Unis, à peu près 8 000 milliards. C'est-à-dire qu'on a 8 000 milliards de fonds de private equity à comparer à environ 45 000 milliards de valeurs cotées en fait en bourse. Donc on a une proportion 8-45 qui n'est pas ridicule, qui est loin d'être ridicule. Et cette évolution-là, elle est liée en fait que bah, il y a beaucoup de fonds qui ont été créés en fait sur la période. Les institutionnels allouent entre 10 à 25% en fait de leur bilan à cette classe d'actifs. Et en France, par exemple, il y a eu un peu plus de 20, il y a 20 24 milliards qui ont été levés en 2021, un peu plus de 25 en fait en 2022. Alors qu'est-ce qui explique cette forte croissance? Il y a pour moi quelque chose qui est assez remarquable et qui est tout bête, c'est qu'il y a de moins en moins de sociétés cotées en bourse. En France, il y a 20 ans, il y avait 1200 sociétés cotées en bourse, il y en a aujourd'hui moins de 500. À titre de comparaison, aujourd'hui, le nombre d'entreprises accompagnées par des acteurs du capital investissement français, c'est plus de 10 000. 500 entreprises d'un côté, plus de 10 000 en fait de l'autre côté. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, on n'est pas du tout sur les mêmes entreprises non plus, elles sont souvent beaucoup plus grosses, hein, celles qui sont cotées en bourse, mais on a en fait finalement un marché qui devient de plus en plus étroit, qui est dominé en fait par quelques grands acteurs où en gros, si je caricature, le marché américain, c'est la technologie, le marché européen, c'est plus en fait aujourd'hui en fait le luxe ou quelques grandes entreprises.
En France, le private equity, sur les 10 dernières années, ça a été 2300 fonds, 150 milliards levés et plus de 20 000 entreprises accompagnées. Le rythme, en fait, sur 10 ans en moyenne, c'est 2000 entreprises accompagnées par an. Aujourd'hui, on est même plus près de quasiment 3000 en fait par an. Ces chiffres-là, c'est pas moi qui les invente, hein. À gauche, c'est des chiffres qui viennent de la Banque mondiale. À droite, ce sont des chiffres qui viennent de France Invest, qui est un syndicat professionnel des acteurs du private equity, qui publie énormément d'études et pas mal aussi en fait de vidéos, de vulgarisation, de démocratisation pour expliquer les termes, expliquer comment ça fonctionne. Et je vous encourage vivement en fait à aller les voir, ces vidéos, parce qu'elles sont plutôt bien faites. Et les études qui sont publiées de manière assez régulière sur les levées de fonds, sur les impacts en termes de création d'emplois, en termes de croissance, elles sont réalisées en fait tous les ans ou tous les 6 mois et elles sont plutôt d'excellente qualité. Je les ai vues nettes il y a 15 ans et je peux vous dire que ça a très 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 bien évolué. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant pour nos clients ce soir, c'est de comprendre que finalement, en private equity, on a la même chose que sur les marchés cotés. C'est-à-dire que sur les marchés cotés, on peut investir en actions ou en obligations. Je fais simple, hein. Mmh, Donc, ça veut dire qu'on investit soit sur des titres d'actions, soit sur de la dette. On peut oui, faire la même chose, on peut faire exactement la même chose sur le non coté, donc sur le absolument. private equity, avec des perspectives d'échéance. Et on reviendra sur les contraintes du private equity, contrairement au marché coté, qui est souvent la liquidité. Donc, Absolument. quand on investit dans un véhicule de private equity, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on a souvent une durée de blocage qui va être nécessaire pour obtenir, bien évidemment, un rendement et quelque chose de pertinent. Voilà. Bah, en général, les fonds sont créés, un fonds de private equity, pour présenter un petit peu l'objet, c'est souvent créé pour typiquement une dizaine d'années. Ça ne veut pas dire que le capital qu'on va investir va être bloqué pendant 10 ans. Parce que la durée moyenne des projets qu'accompagnent en fait les acteurs du capital investissement quand ils choisissent d'investir dans une entreprise pour la faire grandir, c'est 5 ans en fait en moyenne. Donc en fait, c'est un investissement de temps long. Mais c'est un investissement où la durée de vie du fonds n'est pas la durée de blocage en fait de votre capital. Néanmoins, le rythme auquel ce capital va se mettre au travail dépend des projets qu'identifient les gérants et le rythme auquel ce capital va revenir va dépendre en fait des cessions que les gérants vont être à même en fait de pouvoir faire. Donc en gros, après, pour revenir ensuite un petit peu sur les particuliers, le private equity, on a une très grande évolution sur la dernière décennie. En gros, historiquement, le capital investissement était vraiment divisé en les fonds pour les institutionnels et les fonds en fait pour les particuliers. Aujourd'hui, on a en fait finalement une sorte de convergence qui est en train de s'opérer avec de plus en plus de particuliers qui accèdent en fait aux fonds qui étaient historiquement réservés en fait aux institutionnels. C'est la partie bleue que vous avez en fait sur le graphique. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Il y a eu à la fois le fait que les avantages fiscaux qui pouvaient exister à la souscription dans certaines stratégies en fait de fonds ont été réduites, la disparition de l'ISF, le plafonnement des niches fiscales, donc ça c'est la partie grise qui s'est fortement réduite. Et c'est souvent des fonds qui avaient des contraintes de gestion assez fortes avec des performances qui étaient essentiellement l'avantage fiscal. A contrario, quand on est en fait sur les fonds professionnels, la capacité de gestion est beaucoup plus libre et on a des performances moyennes, on va les voir juste après, qui sont en fait de très bonne facture. À partir en fait des années 2011-2012, on a commencé à avoir en fait des family office, donc des investisseurs particuliers plutôt fortunés qui se sont intéressés au sujet et qui ont fait grossir en fait la part qui était apportée par des particuliers. Et puis avant 2020, on a un phénomène qui a totalement révolutionné en fait les choses. C'est tout simplement en fait la digitalisation qui a été amenée par le Covid. Parce que quand on doit faire souscrire non pas des dizaines en fait de souscripteurs, mais des centaines, voire des milliers de souscripteurs, ça ne peut pas se faire en fait de façon manuelle. Ça doit se faire en fait de manière digitalisée, et c'est fondamentalement ce qui a rendu possible d'un point de vue réglementaire la période un peu particulière qu'on a traversée en 2020 et 2021. Et c'est ce qu'on voit en fait aujourd'hui dans les chiffres. Donc aujourd'hui, les particuliers en France amènent 1 euro sur 5 des montants qui sont levés en fait en private equity. Ça a été multiplié par 10 sur les 10 dernières années et sur la partie professionnelle, la partie bleue. Et c'est la première source de capital en fait pour les fonds, les sociétés de gestion en fait françaises, devant les banques et devant en fait les assureurs aujourd'hui. En fait, en complément de ce que tu dis, Julien, je crois que nos clients connaissent au moins de nom ce qu'on appelle la loi Pacte. Et Mhm. concrètement, un grand véhicule qui a permis de démocratiser le private equity, c'est l'assurance vie, pour le coup. Et c'est vrai que depuis, on le voit là sur le slide, C'est la partie noire. voilà, la partie noire commence à prendre de l'ampleur. Elle va en Mhm. prendre de plus en plus certainement parce que l'assurance vie aujourd'hui, c'est 1 900 milliards d'euros sur les comptes des épargnants. Donc depuis 2-3 ans,
on peut investir de manière de plus en plus importante sur des fonds de private equity dans l'assurance vie avec des tickets pour le coup qui sont souvent très faibles. Et c'est ce qui permet de démocratiser aussi l'accès au private equity. C'est vrai que c'est un terme qu'on employait, comme tu l'as dit, au travers des années, d'abord dans un cadre restreint, puis après les grandes fortunes. Et depuis peu, finalement, les particuliers aujourd'hui en entendent de plus en plus parler parce qu'il y a un accès grâce à un véhicule que tout le monde connaît, qui est l'assurance vie. Voilà. Alors, l'assurance vie se développe au même titre en fait qu'à terme le PER, qui est une enveloppe d'épargne Parfait. longue, va se développer, même si l'investissement direct n'est pas sans intérêt non plus, hein. Bien Il y a sûr. des logiques d'arbitrage, mais il y a aussi en fait le fait d'être en direct présente parfois des avantages que l'on n'a pas forcément quand on est dans des enveloppes en fait existantes. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Bien En sûr. termes de performance, pour donner des grandes lignes, on est pour 1 € investi en fait en 2000, aujourd'hui, cet euro vaudrait à peu près 9 € pour le private equity, contre un peu plus de 3 en fait pour la bourse. Donc ça représente en fait des rendements annuels qui sont de l'ordre de 10-11% quand on raisonne en moyenne, même si on a en fait des dispersions évidemment dans ces performances-là, avec quart des meilleurs fonds, par exemple, est aux alentours de 20% net de rentabilité annuelle. Après, comment est-ce qu'on arrive à ces niveaux de performance? Pourquoi est-ce qu'on a ces performances-là? C'est que l'univers d'investissement est extrêmement large. Donc là, je l'ai décrit tout à l'heure, entre 500 boîtes cotées et plus de 10 000 entreprises en fait accompagnées, il y a évidemment en fait un spectre qui est beaucoup plus important pour faire son choix. Ensuite, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est que quand on investit en private equity en tant que gérant pour choisir en fait une entreprise ou surtout une équipe dirigeante qu'on va accompagner dans un projet, on a la possibilité de faire des véritables investissements de conviction, de gérer dans le temps, de gérer le moment où on investit, le moment en fait où on va désinvestir, et surtout de réaliser des audits qui peuvent être extrêmement poussés, de façon à pouvoir en savoir plus sur l'entreprise, ce qui n'est pas possible lorsque l'entreprise est cotée, parce que sinon on est rapidement en fait sur des problématiques de type audit initié. Donc quand on veut faire des audits extra-financiers, quand on veut faire des audits très poussés, stratégiques, voire même, je connais moi des fonds d'investissement qui regardent quels sont les systèmes d'information en fait des entreprises qu'ils achètent, pour voir que ces systèmes soient compatibles avec les vendeurs qu'il y aura en fait dans 4-5 ans. Donc ça va très très loin en fait le niveau de détail qui peut se faire. Euh, alors, il y a une question que je vais répondre en direct parce que j'ai un slide en fait spécifiquement dessus, c'est la corrélation en fait private equity et marché. Elle est assez forte. Elle est plutôt aux alentours en fait de 90-95% dans des phases entre guillemets assez classiques. Elle a tendance à se décorréler quand on est dans des phases un peu de retournement sur les marchés. Donc entre 2008 et 2012, on a été plutôt décorrélé entre private equity et je vais aller sur la slide qui est très loin, mais j'y reviendrai, mais je réponds comme ça en live en fait à la question. Voilà. Donc là, c'est la corrélation entre private equity et marché. Quand on est en haut, on est très corrélé. Quand on descend, on est décorrélé. Donc ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, on est très corrélé. Et lorsqu'on a en fait des marchés qui ont tendance un petit peu à baisser, le private equity a une certaine résilience. Et donc apparaît une décorrélation qui a duré là entre 2008 en fait à 2012. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les données sur le private equity sont pas Ouais, du tout évidentes à c'était avoir. très intéressant ton slide là pour le coup. Ce qui était important sur Je le le remets. slide que vous venez de voir, ouais, juste, en fait, ce qui est important, c'est de voir que de 2008 à 2012, là où en fait il y a tous les graphes, puisqu'en fait Julien a C'est bon. travaillé sur ce qu'on appelle la corrélation entre les marchés cotés et non cotés. Donc tout ce qui est en haut là, au-dessus de 90%, on le voit bien, hein, sur l'axe à gauche là, vous avez plus de 90%. Ben, c'est la grande partie, c'est la grosse partie de finalement de la corrélation avec les marchés actions et à compte ou les marchés cotés, pardon. Et en dessous, on voit les décorrélations. Donc les décorrélations, elles ont plutôt tendance à être entre 2008 et 2012, d'accord. Et elles le sont moins pour le coup depuis 2012. Mais ça, c'était très intéressant. Je trouve que ce slide est très pertinent pour le coup pour nos clients pour qu'ils comprennent. Oui. Par contre, la volatilité, on va en parler justement. Ça me permet, tu peux revenir pour le coup, je crois. Ouais. Euh, je te tends la perche sur le Vas-y, slide vas-y. juste après, qui est sur la réduction de la vol, donc de la volatilité, qui est le degré de risque en fait sur les marchés actions cotées et non cotées, et tu vas en parler juste après. Voilà. Ensuite, en fait, ce qui se passe aussi sur le private equity, c'est que les données sont extrêmement difficiles en fait à avoir. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir travailler depuis 5 ans avec un partenaire qui s'appelle Stepstone, qui est un acteur américain qui conseille à peu près 700 milliards en fait de fonds d'actifs alternatifs, dont la moitié en private equity, et qui dispose d'une base de données à laquelle j'accède, d'un peu plus de 20 000 fonds sur lesquels il y en a quasiment la moitié qui ont des données extrêmement précises. Après, quand on regarde en fait des publications là-dessus, typiquement, un gros acteur américain comme ça va capturer à peu
peu près 50 à 60% en fait des volumes de marché, de l'information de marché. Et les gros fonds ont tendance à être très corrélés en fait avec le marché, là où les plus petits vont être un petit peu moins en fait corrélés. Je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail-là, mais sachez que vous allez vite comprendre que les données et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, pour revenir sur la perche que me tendait Jean-Olivier, la volatilité, quand on regarde en fait sur 20 ans, quelle volatilité on a en mesurant ça précisément sur à peu près sur chaque trimestre, hein, parce que private equity il n'y a pas des prix tous les jours, il y a des prix tous les trimestres. Mais en prenant en fait la même chose du côté en fait des marchés, on a une volatilité sur les marchés qui est de l'ordre de 18%. C'est-à-dire ça va bouger en fait, c'est l'écart type, hein, ça va bouger en fait assez fortement autour d'une certaine tendance, tandis qu'en private equity, on a en fait une volatilité qui est 2 fois plus faible. Alors, on peut voir ça comme une réduction en fait complète du risque en fait de fois 2, mais c'est pas tout à fait comparable parce que la bourse est liquide, là où le private equity ne l'est pas. Néanmoins, ça veut quand même dire que la façon dont la valeur progresse est beaucoup plus régulière dans le private equity que sur la bourse où on peut en fait avoir un peu de temps en temps l'impression d'être dans un grand 8. Voilà. Alors il y a un effet, je pense aussi, pour que nos clients comprennent là une fois de plus. L'avantage que vous avez sur le private equity, c'est que finalement vous n'êtes pas pollué dans le private equity par l'ensemble des instruments financiers qui peuvent, venir, on va dire diluer ou perturber la valeur d'une action. Mm. Et qu'on retrouve beaucoup. On parle souvent que des fois, ça doit. Je pense que nos clients ce soir, ça ne va pas vous être étranger. On parle des fois que certaines valeurs se font attaquer à la baisse, etc. Donc, l'avantage du private equity, c'est que vous sortez finalement de toute cette partie-là. Et ça permet d'avoir finalement quelque chose qui soit aussi beaucoup moins volatile. Contrairement à des marchés cotés qui, eux, peuvent parfois subir quelques attaques grâce à des outils financiers qui sont parfois obscurs. Mais voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, le private equity vous permet vraiment d'avoir finalement une valorisation qui soit pure, ou la plus pure possible. En fait, le private equity ou les entreprises dans lesquelles on investit, elles vivent dans le même monde en fait que tout le monde. Donc, quand l'économie va bien, le private equity va bien. Quand l'économie va mal, le private equity va pas bien non plus. Néanmoins, la partie bruit qui est très présente en fait sur les marchés, elle est beaucoup moins présente en fait C'est quand on est sûr. en private equity où on a le temps de se poser la vraie question de quelle est la bonne valeur. Et il y a eu des études, hein, qui ont été faites, hein, par des chercheurs en fait en finance sur le fait est-ce que le private equity survalorise, sous-valorise, le marché survalorise et autres. Les conclusions sont plutôt que les valorisations en private equity sont moins exubérantes en fait que sur les marchés. Après, elles ont leurs qualités et leurs défauts, mais globalement, on a en fait un mécanisme de valorisation qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Je vais vous présenter maintenant un peu les acteurs de qui on parle. Quand on parle d'un fonds de capital investissement, finalement, comme dans tout marché, on a énormément en fait d'acteurs différents. On peut segmenter le marché de façon un petit peu différente. Alors, je vais vous parler en fait de 5 grandes familles en fait de types de fonds qui vont avoir des caractéristiques un peu différentes les unes des autres, et c'est ces différences-là qui vont être intéressantes dans la construction d'une stratégie. Les fonds, en fait, vous allez avoir les fonds qu'on appelle primaires, ce sont ceux qui vont investir dans les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on a des fonds pour investir dans les entreprises? Si vous investissez directement dans une entreprise, bah, vous pouvez faire un truc extraordinaire, mais vous pouvez aussi tout perdre. Donc, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, les fonds permettent, en fait, quelque part, les fonds primaires, d'investir dans 10, 20, 30 projets, en fait, et mutualiser une logique un petit peu de diversification. Ces fonds primaires, on les segmente souvent par la maturité des entreprises dans lesquelles ils investissent. Capital innovation, c'est les startups, on finance des projets, des idées, des nouveaux services et des nouveaux usages. Capital développement, c'est des logiques de croissance où on permet par du capital d'accélérer en fait le développement d'une entreprise. Et transmission, c'est toute la partie évolution du capital pour passer d'un capital familial à un capital en fait à un capital professionnel. Et grosso modo, pour vous donner des chiffres, en France, en Europe en tout cas, au sein des fonds primaires, vous avez à peu près 10% de capital innovation, 25% de capital développement, et tout le reste, c'est du capital transmission. Et c'est là qu'on retrouve en fait, par exemple, les LBO, où on va racheter des entreprises en fait avec de la dette, un peu comme un investissement immobilier locatif. En fait, ce qui est intéressant pour nos clients à comprendre ce soir, c'est que le private equity, il intervient à tout moment dans la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que souvent, le private equity chez nos clients, c'est souvent, on imagine que c'est des sociétés qui sont en démarrage, d'accord, qui ont besoin d'argent, etc. Alors qu'en fait, non, pas vraiment, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin à un moment donné de rentrer des capitaux externes. Par exemple, tu viens de le dire, pour la partie transmission.
Mmh. de l'entreprise. Et donc là, pour le coup, c'est les fameux LBO qui interviennent. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs timings dans le private equity qui peuvent être intéressants à analyser. Et c'est pas, bien sûr, c'est absolument pas que des sociétés en création. Non, loin de là. Même, c'est la plupart de la performance, elle est plutôt faite sur des sociétés matures que sur des sociétés en création. On va y revenir dans le profil de risque que ça amène. Deuxième grande famille en fait de fonds qui est importante à introduire, alors c'est des fonds secondaires. Le private equity est structurellement une classe d'actifs illiquide. Donc à un moment donné, si vous êtes investisseur, un institutionnel qui est investi en fait dans un fonds et que vous voulez céder en fait les parts de ce fonds, vous pouvez le faire, mais il faut trouver une contrepartie. Les fonds secondaires sont en fait une contrepartie organisée pour cela. Et pour définir un petit peu leur stratégie, je vais reprendre en fait deux expressions un peu populaires. La première, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et la seconde, c'est le blé en herbe. Parce qu'en fait, un fonds secondaire, typiquement, il va dire à quelqu'un qui souhaite céder les parts du fonds, OK, les parts valent 50, mais ben, moi, je vais te les acheter 40 parce que je te le donne tout de suite, ce 40. Et je te donne une liquidité, ça a un coût, cette liquidité, donc je te donne 40 par rapport aux 50, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Après, le blé en herbe, parce que les fonds secondaires, ils vont racheter des actifs qui ont déjà une certaine maturité. Ils vont racheter en fait des fonds qui ont déjà investi depuis parfois plusieurs années en fait dans des entreprises. Donc les risques en fait sont plus faibles, mais les gains sont plus faibles en fait aussi. Mais globalement, vous n'avez pas tous les risques en fait de l'hiver, de la période en fait où vous allez semer, vous allez faire grandir en fait les choses, vous arrivez juste au moment de la moisson. Donc, c'est un profil en fait de risque et de rentabilité qui est différent de celui en fait des fonds primaires, mais qui est extrêmement complémentaire. On va le voir après. Pour vous donner les ordres de grandeur, le marché secondaire, pour 100 qui vont être levés en fait dans le monde en termes de capitaux, il y en a à peu près 15 qui vont dans des fonds secondaires et 100 en fait dans des fonds primaires. Et le marché secondaire est un marché un peu plus loin des entreprises, un peu plus financier, mais qui aujourd'hui est assez attractif parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui doivent vendre pour pas mal de raisons, parfois liées, qu'on appelle prudentielles, c'est-à-dire que leurs équilibres de bilan font qu'ils ils doivent en fait s'alléger en private equity. Et donc ça, c'est des opportunités d'investissement pour les fonds secondaires. Et c'est quand on construit un portefeuille de fonds en fait de capital investissement, c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir l'ensemble de ces couleurs-là. Je vais y revenir en fait tout de suite. Maintenant, quand on a des données en fait sur ces fonds-là et qu'on essaie de se dire, d'accord, ok, j'ai compris, il y avait des fonds qui investissaient dans des entreprises très jeunes, dans des entreprises plus matures, mais ok, mais qu'est-ce que ça donne quand on regarde en fait 20 ans ou 30 ans en fait d'historique de performance? C'est ce que vous avez sous les yeux. Là, vous avez sous les yeux finalement la répartition en multiples. Alors, quand on parle en private equity, en performance, on parle soit en multiples, j'ai investi 1 euro, j'ai fait un multiple de 2, c'est j'ai récupéré 2 euros en fait à la fin, soit en TRI, qui est un taux de rendement interne des différents flux de trésorerie, qui est plus complexe en fait à appréhender. Mais en multiple, en fait, en gros, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est que par exemple, le capital innovation, qui est la courbe gris clair, bah, vous avez 12% des fonds qui ont rendu plus de 3 fois l'argent qui avait été investi, mais vous avez quand même 25% en fait des fonds qui sont en territoire négatif. C'est-à-dire qu'on a une dispersion des performances qui est extrêmement importante en capital innovation, ce qui matérialise en fait un profil de risque élevé, qui est la classe d'actifs, les types de fonds capital investissement qui sont les plus risqués. Ensuite, vous avez les fonds de capital transmission où vous allez resserrer un petit peu la courbe, vous allez avoir un peu moins de performance extrême, à la fois du mauvais côté et du bon côté, mais globalement, vous allez avoir que 10% des fonds qui seront en territoire négatif, avec une performance qui baisse un petit peu en multiple. Sur le secondaire, on arrive encore à un niveau plus bas en fait en termes de performance en multiple, mais avec en fait très peu de pertes. Et les fonds de fonds, même si ceux-là, c'est historiquement des fonds de fonds qui ne sont pas exactement la stratégie en fait qu'on construit chez Elevation, c'est des fonds de fonds qui étaient plutôt faits pour des gros investisseurs qui choisissaient des stratégies avec peu de diversification et de décorrélation. On est en fait avec 97% des fonds qui ont des performances positives. Ça, c'est tous les mérites que la diversification en fait amène. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça reste une stratégie qui fonctionne bien aussi en fait en private equity. Alors, l'idée en fait de ce qu'on cherche à construire, nous, c'est que tous ces fonds-là, je vous en ai parlé, vous n'avez pas forcément de nom en tête, ou les noms que je connais en private equity vous parleront pas forcément. Mais globalement, accéder en fait à ces fonds-là, c'est pas forcément très simple. Quand on a en fait un patrimoine, bah, ce patrimoine-là, la part qu'on souhaite consacrer à cette classe d'actifs
va ensuite définir un peu la stratégie qu'on peut faire. Ça peut être une entreprise parce qu'on aime bien le secteur, ça peut être un fonds parce qu'on a apprécié en fait les gérants. Mais si on veut avoir quelque chose qui a un portefeuille vraiment diversifié, à ce moment-là, c'est la stratégie en fait de fonds qui permet de le faire, puisqu'avec une souscription qui va être de l'ordre d'une centaine de milliers d'euros, on peut avoir l'équivalent en fait d'un portefeuille institutionnel qui nécessiterait plusieurs dizaines de milliers d'euros en fait à construire. Avec tous les avantages de la diversification, on va y revenir. Alors, Donc, il y a une question qui a été posée, peut-être que tu y sur le reviendras. timing, Est-ce que concrètement, on est dans une bonne période en ce moment pour investir en private equity? bah, je vais vous montrer ce que ça donne historiquement. Après, je n'ai pas de boule de cristal pour donner une réponse parfaite, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Là, vous avez sous les yeux, en fait, finalement, quelles ont été les performances en termes de multiples, en fait, en bleu et de TRI, en fait, avec la courbe, sur 20 ans, avec les phases jaunes qui sont les phases, en fait, où les marchés ont baissé. Le CAC 40, en fait, a baissé ces années-là. Ce qu'on retient en fait de ça, c'est que fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les marchés baissent, lorsque il y a pas mal d'anxiété un petit peu économique, il va y avoir un peu moins de capital, il va y avoir un petit peu moins de cession. Donc concrètement, ça ralentit un petit peu le rythme auquel les entreprises s'achètent en fait et se vendent. Aujourd'hui, ce que je constate pour discuter avec beaucoup de gérants, c'est que les entreprises vont plutôt bien dans l'ensemble. Il y a des secteurs qui sont impactés par l'inflation, bien sûr, mais globalement, les entreprises vont plutôt bien. Par contre, ce qui change, c'est les conditions de financement. L'accès à la dette devient plus cher. Il a été rare, en fait, même au-delà d'un certain niveau pendant quelques mois. Et aujourd'hui, on arrive à la hausse qui a été très violente, en fait, des taux d'intérêt se stabilise. Et globalement, on a changé de monde. On était dans un monde où l'argent était gratuit. Et aujourd'hui, en fait, ça n'est plus le cas. Donc, les performances historiques de private equity étaient excellentes. Elles ont été boostées par ce contexte, en fait, de taux faibles. Et il est très important de pouvoir comprendre dans les performances historiques de gens avec qui on va discuter, qu'est-ce qui provient de phénomènes macroéconomiques qui étaient liés à la baisse des taux et donc à la hausse des valorisations dont ils ont bénéficié, et tant mieux pour le souscripteur et tant mieux pour eux, mais ce ne sera pas reproductible en fait sur les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, moi, mon sentiment par rapport au capital investissement, c'est que il y a certains secteurs dans lesquels il y a trop d'argent. Il y a eu trop d'argent. Typiquement, le capital innovation, il y a eu un peu trop d'argent en fait à un moment donné et c'est en train de se tasser, mais ça va mettre 1 ou 2 ans en fait pour se tasser. Il y en a d'autres où il y a toujours autant de besoins de croissance et besoins de développement. Il y a des besoins en fait aussi pour financer tout ce qui touche à des aspects, par exemple, de transition écologique, les modes de production de l'énergie. Il y a des vrais besoins d'investissement en fait sur ce côté-là. Et private equity a un vrai rôle à jouer en fait dans ce domaine-là. En termes de performance, ce qu'on voit, c'est que finalement, les fonds qui sont levés pendant en fait des périodes de crise, ceux qui ont des crises en fait qui arrivent au moment où ils ont été investis, ont en général des performances un petit peu plus faibles. Par contre, ceux qui sont levés pendant des périodes de crise, ils vont souvent se retrouver dans un contexte de marché où il y aura moins de capitaux à investir, donc ils auront plus de capacité de négocier en fait à l'entrée. Et après, les crises ont tendance à rallonger un petit peu les durées de détention en fait en capital investissement, sans impact très significatif sur les multiples et avec un petit peu d'impact en fait sur les taux de rendement, puisqu'on va avoir gardé une entreprise parfois 6 ans au lieu de 5 ans en fait en moyenne. Alors, Après, en complément de ce que tu dis, Julien, pour le coup, et pour répondre à Eric, et de manière synthétique, j'ai envie de dire que concrètement, aujourd'hui, quand on est sur des valorisations d'entreprise où il y a de la dette qui est en jeu et sur lequel, en fait, on va utiliser l'effet de levier de la dette pour acquérir une entreprise, comme on le fait d'ailleurs pour l'immobilier, bien évidemment, il y a 2 ans, tu le disais très bien, il y a encore 2 ans, voire 1 an et demi, les taux, bon, on empruntait environ à 0%, je fais simple, même si on a eu même pendant plusieurs mois des territoires négatifs, mais concrètement pour la dette, était pas chère, elle était quasiment donnée. On en a parlé pendant plusieurs années. Donc, bien évidemment, ça a une tendance, ce moment du cycle où les taux d'intérêt ont été négatifs, voire à zéro, ça a une tendance à survaloriser ou en tous les cas à améliorer, on va dire, les classes d'actifs qui étaient très dépendants de la dette, comme l'immobilier et parfois l'investissement dans les entreprises, entre autres sur du LBO ou autre. Donc aujourd'hui, très clairement, pour répondre à Eric, les taux d'intérêt ont très fortement remonté depuis 18 mois, puisqu'on est passé environ de 0 à près de même plus de 4%, de 5% pour les taux courts, et sur les taux longs, on est à plus de 3%, ou aux alentours de 3%. Alors, ça dépend où est-ce qu'on se place, en France, en Allemagne. Aux US, on est plutôt proche de 4%. Bon, donc ça veut dire que les taux d'intérêt ont quand même fortement monté depuis 1 an et demi. Et dans le coup,
On pense qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, on est un peu en cycle, on n'a pas de boule de cristal, hein, comme tu disais tout à l'heure, mais on pense que les taux, là, voilà, on est arrivé un peu, arrivé un petit peu à un plafond, ou en tous les cas, les taux d'intérêt restent, vont être à un niveau un peu élevé et vont se stabiliser. Donc, dans le coup aujourd'hui, pour répondre à Eric, très certainement qu'aujourd'hui, les valorisations d'entreprises ont déjà subi une petite décote sur leur valorisation, ou une grosse décote même, par rapport au marché des taux qui lui a évolué. Comme le marché immobilier certainement subira en partie une certaine corrélation dans les quelques mois qui arrivent, parce qu'il y a une corrélation avec les taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, pour répondre à Eric, je lisais ce matin un article, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sur les Échos, qui disait que 2023-2024 devrait être un très très bon millésime pour les fonds de private equity, parce que pour le coup, le marché est propice aux achats et Après, aux investissements. ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle par exemple du millésime d'un fonds d'investissement, si on parle d'un fonds un fonds de millésime 2023, c'est un fonds qui va déployer son capital entre 2023 et 2028, Oui, typiquement. Donc en fait, on a tendance toujours à regarder en fait ce qui se passe là tout de suite maintenant. Mais la réalité, c'est que si ce fonds-là, si le contexte en 2023 est pas bon, bah, il a peut-être intérêt à rien faire en fait en 2023, à attendre en fait pour déployer son capital, que les opportunités se présentent en fait une fois qu'on y voit un peu plus clair. C'est ce qui s'est pas mal passé en fait finalement quand je discute avec beaucoup de fonds primaires. Le marché a été un peu en pause entre novembre l'année dernière et avril en fait de cette année. Parce qu'en gros, ça bougeait tellement vite au niveau des taux que, quels sont les points de repère qu'on peut prendre, quelles hypothèses on fait en fait à long terme. Il y avait tellement d'incertitudes qu'en gros, heu, on arrête de jouer, quoi. Donc en clair, il y a eu un moment donné pendant quasiment 6-7 mois où il s'est passé beaucoup moins de choses en termes de cession d'entreprise, d'achat d'entreprise, même si au quotidien, les entreprises qui ont parfois des capacités de négociation pour, passer en fait des hausses de prix et arriver à vivre en fait dans ces phases d'inflation, merci, elles vont très bien. Et grosso modo, maintenant qu'on retrouve un contexte de taux élevé, mais où on sait que les taux vont pas doubler en fait dans les 6 mois, c'est on ça. revient dans un environnement dans lequel on peut se poser. Il faut savoir que le private equity s'est fortement développé, par exemple, dans les années 80, à l'époque où les taux étaient à 2 chiffres. Donc, mais en même temps, ils variaient pas en fait du simple au double ou de 0 en fait à 5 en 6 mois. Voilà. Donc là, on a connu une phase très particulière de variation extrême qui est en train de se stabiliser, où globalement, bah, les gens qui arrivent aujourd'hui à lever en fait du capital avec des stratégies intéressantes, seront en fait certainement les gagnants finalement de cette phase un petit peu de nouvelle normalité et je suis pas très inquiet fondamentalement sur la capacité du private equity à s'adapter en fait à ces nouveaux contextes. Voilà. Donc on va Donc rentrer pour le coup sur la présentation du fonds oui, que tu alors gères. je vais vous parler de la stratégie, en fait, comment est-ce qu'on a élaboré, comment une fois qu'on a dit un petit peu, voilà, on a planté le décor, comment est-ce qu'on peut appréhender finalement ce paysage-là? Comment est-ce qu'on peut naviguer en fait là-dedans? Et puis, ce que ça donne en fait concrètement, puisque le fonds existe maintenant depuis un peu plus d'un an, donc il n'y a pas que de la théorie, c'est un peu de pratique. Donc un fonds de fonds, pour commencer, c'est tout simplement un fonds qui lui-même en fait investit dans des fonds. Donc ça, c'est assez simple. Alors, on peut se dire au départ: «Bah ouais, mais ça rajoute en fait une couche, c'est pas forcément très intéressant, ce serait mieux d'aller directement dans les entreprises. Oui, mais en même temps, aller directement dans les entreprises dans un marché extrêmement concurrentiel, c'est très difficile et c'est très risqué. Aller dans des fonds, c'est pas toujours facile en fait d'accéder à des fonds intermédiaires. J'ai des fonds aujourd'hui, moi, qui vont de 200 à 16 milliards. Donc ça, c'est pas forcément simple d'aller négocier, de pouvoir rentrer directement en fait dans ces fonds-là. Et puis il y a une autre chose qui est pas forcément évidente à cerner de prime abord, c'est que quand vous engagez 100 en fait dans un fonds de capital investissement, le gérant, il n'a pas 100 de projets en fait à mettre en face tout de suite. Donc en pratique, le mode de fonctionnement classique, c'est d'appeler en fait le capital au fur et à mesure en fait des projets et des besoins, et puis de rendre en fait le produit de cette gestion au fur et à mesure en fait où elle revient. Donc en pratique, un fonds qui va investir dans des entreprises, typiquement, vous allez engager 100 et vous allez avoir besoin au maximum de 70-75 en fait de trésorerie, parce que le premier euro que vous aurez investi sera revenu avant que vous versiez en fait le dernier. Et donc l'efficacité de votre capital au travail, elle est plutôt aux alentours de 70 du montant en fait que vous engagez. Quand vous êtes dans des fonds qui, agrègent beaucoup de particuliers pour investir directement dans un fonds, donc des feeders, on a un petit effet encore un petit peu moindre, puisqu'il y a une couche de frais en fait additionnelle. Dans un fonds de fonds,
on a la liberté finalement de pouvoir savoir qu'on ne sera pas appelé en même temps par tous les fonds en fait qu'on a sélectionnés. Et donc on peut aussi jouer sur le fait que, bah, comme ils vont pas appeler tous en même temps au même moment, on peut, pour 100 qu'on nous a confiés, aller prendre des engagements un petit peu supérieurs et dans le fond en fait ils sont plafonnés en fait à 120%, de façon à optimiser le niveau de capital qui va être mis au travail. Ça c'est un des avantages que les fonds de fonds en fait procurent, qu'on ne voit pas forcément en fait de prime abord, mais qui existent en fait réellement. Après les 2, c'était un peu technique, je m'excuse de cette petite parenthèse, mais pour moi, elle est assez importante. Ensuite, il y a 2 questions qu'on s'est posées. La première, c'est: qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, dans une logique d'allocation stratégique quantitative? On a des données, qu'est-ce qu'on peut en tirer? La première question qu'on se pose, c'est: OK, on a des données historiques, on n'y connaît rien. Est-ce qu'il vaut mieux faire des portefeuilles en mettant 2 fonds, 3 fonds, 5 fonds, 100 fonds? Aucune idée. Donc concrètement, bah là, on prend les données, on les triture dans tous les sens et on regarde en fait qu'est-ce qui se passe quand on crée des portefeuilles théoriques avec 5 fonds. Est-ce que si on en rajoute un sixième, ça améliore un petit peu le niveau de performance avec le niveau de risque en fait qui va avec? Et quand on arrive à un optimum où le fonds qu'on rajoute n'améliore plus vraiment l'équilibre en fait performance-risque qu'on optimise, eh bien on s'arrête. Et grosso modo, ce que vous avez sous les yeux, c'est un peu plus de 4000 fonds sur lesquels on a fait cet exercice année après année, entre 90 et 2010, sur des performances réalisées, terminées, définitives. Et là, on voit que, eh ben, moi, je m'attendais à ce que ce soit plus faible, hein, ce chiffre-là, avant d'avoir fait l'exercice. Eh ben, on a besoin, pour être, pour viser statistiquement quelque chose de cohérent, d'avoir un minimum de 15 à 20 fonds dans la construction en fait d'un portefeuille. Et pour faire 15 à 20 fonds, moi, j'en rencontre un peu plus d'une centaine en fait par an. Donc ça, c'est une approche qui est très quantitative, qui est certes théorique, qui est peut-être pas forcément, idéale, mais en même temps, c'est une boussole et un nombre d'or d'un niveau de diversification que je vais rechercher, en fait, à construire. Ensuite, la deuxième question, ça va être quel type de fonds? Donc je vous ai parlé des fonds secondaires, en fait, et des fonds primaires. La particularité des fonds primaires, ils peuvent avoir des très bonnes performances à long terme, mais ils mettent longtemps à construire cette performance. En particulier, ils ont tendance en fait à avoir ce qu'on appelle une courbe en J, c'est-à-dire que leur valeur va avoir tendance à baisser pendant les 2-3 premières années de la vie du fonds. C'est normal, mais c'est anxiogène. Et c'est pas idéal en fait quand on veut avoir quelque chose de stable en termes de construction de valeur. A contrario, les fonds secondaires, eux, bah, comme ils achètent 40, quelque chose qui vont 50, ils ont une performance qui est infinie en fait au départ et qui va baisser en fait avec le temps. Donc c'est exactement le contraire. Et quand on prend les deux et qu'on les assemble avec un bon dosage, on a quelque chose d'extrêmement cohérent en termes de rythme de création de la valeur, de rythme en fait de déploiement du capital, parce que les fonds secondaires vont avoir en fait un capital qui va tourner relativement plus vite que les fonds primaires, et donc on va avoir quelque chose d'assez harmonieux qui va bien s'équilibrer. Donc en gros, pour avoir testé aussi plusieurs équilibres, on considère aujourd'hui que un tiers de fonds secondaires et deux tiers de fonds primaires, c'est le bon équilibre pour avoir en fait un niveau de performance qui soit qui soit bien en fait dans le temps et qui soit pas anxiogène dans sa création de valeur. En gros, les fonds secondaires, c'est des boosters. Ça vous permet de décoller vite, mais ça vous emmènera pas très loin. Alors que les fonds primaires, c'est le moteur principal, mais si vous avez que ça, vous décollez pas. Et en même temps, une fois que vous êtes déjà vous avez déjà bien avancé, bah, ça vous emmènera beaucoup plus loin. Alors, pour le coup, en complément de ce que tu dis, pour que nos clients comprennent bien ce soir, en fait, le métier aujourd'hui de Julien, ça a été 2 choses. Ça a été d'une part, une partie, recherche, analyse quantitative, qualitative, sur lequel, en fait, il a monté un modèle, sur lequel il sélectionne, en fait, tout l'univers des fonds d'investissement de private equity du marché et il va, balayer l'ensemble, des fonds qui peuvent exister, de manière à sélectionner les meilleurs fonds et après, son deuxième métier, c'est de dire: «Est-ce que le fonds que j'ai là, qui est le fonds A et le fonds B, est-ce qu'ils sont identiques? Est-ce qu'ils ont une corrélation entre eux ou est-ce qu'ils sont en fait complémentaires?» Et donc l'idée de Julien, c'est aujourd'hui de construire un fonds qui va avoir des fonds qui entre eux vont, en fait, améliorer la performance, diminuer les risques, apporter des compléments, de, gestion et de typologie de gestion et qui vont permettre de construire une performance dans le temps. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que Julien, pour le coup, pour connaître bien le marché du private equity aujourd'hui, nous, à notre échelle, puisqu'on rencontre quand même beaucoup de maisons de gestion, Julien a une qualité énorme aujourd'hui d'analyse et d'apporter finalement de la science et de l'analyse, on va dire, qualitative dans l'univers du private equity, sachant qu'aujourd'hui, la donnée dans le private equity est beaucoup plus difficile à obtenir que dans les marchés cotés.
Donc aujourd'hui, la particularité de Julien, c'est cette capacité à aller chercher de l'information et après à analyser et à construire un portefeuille qualitatif et qui va en fait s'additionner entre chacun des fonds. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Julien? Est-ce que Ah j'ai mais bien totalement. résumé? Non, mais totalement, parce que c'est la logique d'un portefeuille, c'est de ne pas avoir des choses qui se ressemblent, c'est d'avoir des choses qui se complètent. Et là, c'est bien l'idée entre les fonds secondaires et les fonds primaires. Les caractéristiques spécifiques, je pourrais rentrer pendant des heures sur des débats techniques, mais je vous perdrais, donc c'est pas le but. Mais si ça vous intéresse, c'est disponible, il n'y a pas de problème. Mais globalement, l'idée à comprendre, c'est vraiment cette idée de complémentarité qui amène de la décorrélation, qui réduit en fait le risque sans altérer en fait la performance. Après, la diversification, on la construit ensuite avec plein d'axes. On a plusieurs manières de la construire quand on va sélectionner une quinzaine de fonds. On va le faire par millésime, parce que je l'ai dit, un fonds de millésime 2022 va déployer son capital pendant en fait 4-5 ans. Donc plus on a des millésimes différents, plus on capte des cycles économiques différents et une forme de décorrélation et de réduction du risque. Ensuite, il y a la géographie. Je connais très bien l'environnement en fait français, européen, objectivement un peu moins US, mais grosso modo, je vais faire en sorte qu'en termes de géographie, je vais avoir une prédominance en fait française, puis européenne, puis US. Ça correspond, un, à ce que je connais, deux, en fait, finalement, à une logique de diversification économique en fait dans l'espace. Après, la stratégie, j'ai parlé secondaire primaire, on peut descendre en fait un cran en dessous. On n'aura pas, par exemple, de capital innovation. Le capital innovation, c'est très bien en termes de performance absolue en multiples, mais c'est des fonds qui ont des durées de vie qui dépassent largement les 10 ans en fait, qu'on souhaite tenir en fait, dans le cadre d'un fonds de fonds comme celui de Myriad. Et quand on veut arriver à capter en fait, la valeur pardon, que ces fonds-là peuvent créer, il faut avoir 15 ans devant soi. Et c'est pas ce qu'on a en fait, dans un horizon en fait, de stratégie comme ça, donc on n'aura pas de capital innovation. Après, il y a un autre point qui est très important, c'est la taille des fonds. Ça paraît tout bête, mais en réalité, un fonds, en fait, finalement, de petite taille va présenter souvent des alignements d'intérêts extrêmement forts parce que ces gérants vont investir massivement, en fait, dans ce fonds-là, parfois beaucoup moins qu'un très grand nom qui va être dilué, en fait, finalement, avec beaucoup de gérants qui ne seront pas personnellement impliqués, en fait, dans le fonds. Et on constate statistiquement, quand on regarde, en fait, comment les performances se distribuent par la taille, j'ai aussi une page, en fait, sur ce sujet-là, on se retrouve en fait finalement à pouvoir dire, ben oui, la partie bleue, c'est les fonds de moins de 1 milliard, la partie grise, c'est les fonds de plus de 1 milliard, et là vous avez en fait la répartition, ce qu'on appelle en quartile, c'est le quart des meilleurs fonds, le quartile 1, le quart des plus mauvais fonds, le quartile 4, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour des très gros fonds, les fonds qui sont en gris, ils vont être moins extrêmes. Il y en aura moins dans la partie en fait où ça se passe pas bien, le quatrième quartile, mais il y en aura aussi moins dans la partie en fait la meilleure, où normalement, s'il n'y avait pas d'influence de la taille, on devrait être à 25%. Là, on n'est que en fait à 22%. Alors que dans les fonds un peu plus petits, on va se retrouver avec des fonds qui sont plus dispersés en termes de performance, donc un petit peu plus risqués. Mais par contre, on a en fait des écarts dans ceux qui performent bien qui sont très significatifs. Les Alors, fonds, pour le coup, Julien, est-ce que tu vas pouvoir rentrer juste après dans le détail, de montrer un exemple, on va dire, de ce que tu fais dans les ouais, fonds? bien sûr, Pour je que vais vous nos montrer clients l'exemple du comprennent fonds. bien ce qui se passe, comment tu sélectionnes, etc. Donc Ouais, là, pour qu'on puisse bien voir, pour qu'ils puissent matérialiser en fait, qu'est-ce qui se passe derrière et quel fonds tu mets et quelle valeur ouais. il y a derrière. Tout à fait. Donc en gros, ça c'est la taille, c'est un axe de diversification. Je ne vais pas mettre en plus dessus. Après, l'univers d'investissement, vous l'avez compris, il est extrêmement large. Pendant chaque année, il y a à peu près 1000 à 1500 fonds en fait qui sont créés. Donc en gros, c'est extrêmement, extrêmement large et très diversifié. Les étapes en fait qu'on a, elles sont d'abord plutôt humaines en fait que quantitatives en réalité après. Parce que la première information que je recherche, moi, c'est euh, quelles sont en fait finalement la société de gestion, c'est une société comme une autre. Quelle est la dynamique des gérants? Est-ce qu'on est dans quelque chose où la valeur qui est créée est correctement partagée, ou sinon on a des risques en fait d'éclatement en vol de la structure? Est-ce qu'on a finalement des performances historiques où on pense qu'elles peuvent être reproductibles parce qu'il y a vraiment un savoir-faire à l'intérieur en fait de l'équipe. Donc là, c'est beaucoup de prise de référence, d'échanges en fait avec mes pairs, avant en fait de rentrer vraiment plutôt dans l'étape 4, dans la partie vraiment chiffrée, où là je vais triturer les choses en fait dans tous les sens pour voir comment est-ce qu'il crée de la valeur et comment ça va pouvoir fonctionner. La dimension ESG en fait on l'applique dans le sens où aujourd'hui on va faire réaliser en fait des bilans carbone en fait des fonds dans lesquels on investit. On va leur soumettre en fait leur bilan carbone et leurs intensités carbone. Donc ils travaillent en fait dessus et puissent en fait les améliorer. Aujourd'hui, concrètement, Myriad, ça a été créé, en fait, je vous ai dit, il y a un an.
Et grosso modo, depuis un an, on a collecté environ 45 millions. On en a engagé en fait 32, 33 même maintenant, dans une dizaine en fait de fonds que vous avez sous les yeux, où les noms ne vous parlent pas en fait forcément. Ces fonds-là aujourd'hui nous ont appelés à peu près à hauteur d'un petit peu moins de 11 millions. On a déjà reçu en fait des distributions, donc il y a déjà eu des cessions à l'intérieur du portefeuille. Je vais vous donner des exemples. Donc aujourd'hui, les un peu plus de 10 millions qu'on a investis se sont transformés en fait en 12,5, ce qui donne en fait en termes de performance sur environ un an, 1,17 en termes de performance brute, de multiple brut. Pour 1 euro investi, j'ai 1,17 € en fait aujourd'hui, et un TRI en fait qui est de l'ordre de 33%. Donc ça, c'est pour la partie en fait démarrage en fait du fonds. Après, pour vous donner quelques exemples, on avait investi par exemple dans un fonds qui s'appelle, donc ça, vous avez un peu une vision un petit peu plus avec des noms un peu moins chiffrés, mais grosso modo une dizaine de fonds sélectionnés avec des fonds secondaires et des fonds primaires. On a une prédominance de fonds secondaires, mais ça, c'est un choix assumé parce qu'au premier semestre de cette année, c'était clairement une classe d'actifs dans laquelle il y avait des choses à faire en attendant que les choses se stabilisent un petit peu du côté des fonds primaires qu'on va travailler en fait au deuxième semestre. Mais aujourd'hui, on a, à travers en fait Myriad, finalement, on a 10 fonds, mais ces 10 fonds, ça représente sur la partie secondaire 1320 fonds et 18 000 sociétés, donc un niveau de diversification extrême, là où les fonds primaires, qui sont 5 en fait aujourd'hui, représentent 35 sociétés dans des secteurs assez variés. Certaines sont connues, d'autres le sont un peu moins. Il y a du jeu vidéo, il y a de la cybersécurité, il y a en fait des services de garde d'enfants, il y a de l'artisanat en fait de grande qualité avec les ateliers de France dont certains sont en train de refaire la charpente de Notre-Dame, par exemple, et ou du médical avec Unitaire ou les unidoses. C'est le leader mondial de tout ce qui est unidose ophtalmologique ou sérum physiologique. Donc bref, un exemple en fait d'histoire, c'est Sagard New Gen. Sagard, c'est un fonds qui est historiquement celui de la famille en fait Desmarais, qui est la plus grande fortune du Canada. Sagard, ils ont créé en fait un fonds qui s'appelle Sagard New Gen, qui est vraiment lié en fait à une logique de capital développement, apporter des capitaux à des entreprises qui ont besoin de grandir de façon significative. Ce fonds-là, il a été créé en 2020 avec 80 millions de la famille Desmarais, 80 millions de la famille Albert Frère, 25 millions LGT, qui est une structure en fait historiquement qui investit beaucoup en private equity au Liechtenstein, et 25 millions en fait d'argent. Et puis, ce fonds a été créé en 2020. Il a commencé à réaliser ses investissements. Moi, je les ai rencontrés en avril, en avril en fait 2022, avant que le fonds en fait existe. Et puis, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils avaient fait. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et il se trouve que Paul Desmarais, il était à l'INSEAD après moi. On avait créé le club de private equity ensemble. Donc, j'ai discuté avec lui, savoir s'ils avaient l'intention d'ouvrir en fait ce fonds-là à d'autres souscripteurs. Il m'a confirmé que c'était le cas. Et on a été les premiers en fait à investir quand ils ont ouvert le fonds à d'autres souscripteurs en juillet en fait 2022. Donc, ce fonds-là, il avait commencé à investir en fait à partir de 2020. Et donc, il avait déjà des entreprises qu'il avait commencé à accompagner. L'une d'entre elles, c'est une société qui s'appelle Laboratoire d'Elbert. C'est une société dont le métier, c'est de réindustrialiser des médicaments essentiels. En gros, les laboratoires pharmaceutiques ont parfois de la propriété intellectuelle, mais sur des médicaments qui sont pourtant vitaux pour un certain nombre de personnes, mais que ils estiment être plus assez rentables en fait pour eux, donc ils souhaitent en fait les vendre. Le métier de Delbert, c'est de racheter cette propriété intellectuelle, de repenser la manière de fabriquer en fait ces médicaments pour se rapprocher en fait des lieux de consommation, donc typiquement d'Asie vers l'Europe, hein, pour faire simple, et de développer ensuite d'autres pays et pour ensuite continuer à pouvoir en fait fournir ces médicaments qui sont essentiels pour la vie en fait de pas mal de personnes. Et en gros, quand on achète ces propriétés intellectuelles, on a besoin de capital. Donc les 10 millions que Sagard avait investis en 2020 ont servi à racheter en fait 4 molécules. Et après, ils ont développé cette entreprise. Elle est passée de 13 millions de chiffre d'affaires à plus de 43 millions de chiffre d'affaires. Et toute la performance a été générée en fait par de la croissance. Là, au mois d'avril, la société en fait s'est adossée à un groupe paramédical qui a racheté en fait une partie des actionnaires qui étaient rentrés en fait il y a 3 ans, dont Sagard, qui les 10 millions qu'ils avaient investis finalement il y a un petit peu plus de 3 ans se sont transformés en fait en 25 millions. Donc ça leur a permis de réaliser une performance financière très significative en ayant créé de la croissance. Et comme l'histoire n'est pas terminée, ils ont distribué aujourd'hui la plus-value, mais ils ont réinvesti en fait 10 millions dans la suite en fait du projet. Donc ça, Alors, c'est un exemple concret d'entreprise quelque part qu'on accompagne indirectement. voilà, alors Julien, merci pour le coup, pour la présentation plus en détail. Est-ce que pour le coup, il nous reste à peu près 5 minutes? Ça passe très très vite, 1 heure. Oui.
On pourrait encore y passer 1 heure. Je sais que tu es passionné et passionnant pour le coup. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un peu du fond sur des choses, qu'est-ce que tu veux mettre en focus pour conclure sur ces 5 minutes, les points clés, voilà, Bah, des éléments qui sont peut-être à connaître par nos clients, sachant que bien sûr, nous, on se tiendra à leur disposition pour leur présenter le fond. non, bah, Mais je vais faire très, très vite, mais visuellement, quelque chose qui est important, en fait, à voir, c'est qu'en fait, un fonds d'investissement, on parle de 10 ans, mais ça ressemble à ça en termes de flux de trésorerie. Voilà, ça, c'est important, en fait, que vous le voyez. C'est-à-dire qu'en gros, on a aussi, au-delà des investissements qu'on réalise du côté, en fait, actif, on a aussi réfléchi à la façon de construire les choses par rapport, en fait, à la manière dont les uns et les autres peuvent gérer leur trésorerie. Donc aujourd'hui, on a plusieurs types de parts, certaines où le capital est libéré immédiatement, donc le TRI ne sera pas optimal, mais ça permettra en fait quelque part de pouvoir avoir un multiple assez décent. On vise en fait à doubler le montant en fait que vous investissez dans le fonds. C'est ça notre objectif, c'est de pouvoir vous rendre en fait 2 fois, votre investissement. Ça correspond à des TRI de l'ordre de 15 net. Après sur les parts qui sont un petit peu appelées un petit peu plus vite, où on s'embête pas avec des logiques d'appel de fonds, ça réduit un petit peu le rendement. Mais la plupart des parts qu'on a, c'est des logiques en fait où finalement le montant minimum en tant qu'investisseur averti, c'est 100 000 €. Et ce 100 000 €, on a des parts en fait où on va être appelé en 4 fois, donc ça va être 50% là au 1er juillet 2023, 25% dans 1 an, 25% dans 2 ans. Ça permet d'étaler un petit peu le rythme en fait de déploiement du capital pour correspondre à ce que les fonds en dessous en fait vont faire et de pouvoir avoir une visibilité dès aujourd'hui sur la date à laquelle les appels vont être faits. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on arrive à faire en fond, dans et un fonds comme ça. et quel est l'objectif de rendement de ce fonds? Bah, l'objectif, c'est de pouvoir rendre en fait 2 fois l'argent qui nous aura été confié, sur un horizon en fait finalement je l'ai montré dans les graphes, c'est que, on est en fait sur un horizon où on va investir en fait finalement progressivement pendant les 4 premières années en fait de la vie du fonds. C'est un fonds qui, respecte en fait le quota fiscal et ça c'est pas forcément c'est un peu technique, mais c'est pas très simple en fait, hein, en tant que fonds de fonds, on est le seul en fait à le faire. Mais ça permet aux souscripteurs, quand ils s'engagent à garder en fait leur part pendant 5 ans, d'être exonérés en fait sur la plus-value ou s'ils ont en fait des holdings, qui sont assujettis à l'IS, de ne pas payer d'IS sur l'évolution de la valeur en fait du fonds, uniquement quand il y a des distributions et ces distributions, elles sont imposées non pas en fait à 25 mais soit à 0, soit à 15. À 0 si on caractérise une plus-value long terme, à 15 en fait si on ne le caractérise pas. Donc en gros, sur les fonds primaires, on sera plutôt à 0, sur les fonds secondaires, on sera plutôt à 15 pour faire ça. Mais pour finaliser, la logique en fait de ce fonds, c'est quelque part un cadre en fait de fiscalité adapté, de rechercher en fait une maîtrise en fait du niveau de risque par la diversification qu'on construit, dans un portefeuille qui va être très diversifié, construit en fait avec soin, avec des choses qui sont très complémentaires et qui jouent en fait sur cette complémentarité. Le processus est complètement digital, ça fait partie des choses qui existent depuis très longtemps en fait chez Interinvest et Élévation. Les appels de fonds, il n'y a pas d'aléa, c'est-à-dire que vous allez pas être appelé en fait, dans 3 semaines, à devoir débloquer en urgence en fait des capitaux qui sont sur des comptes à terme ou que sais-je. On connaît les dates à l'avance. Si on veut en fait finalement, avoir en fait cette capacité à pouvoir gérer soi-même sa trésorerie, c'est possible aussi, mais c'est à partir de 500 000 €. Mais derrière, la logique de diversification qu'on construit, elle permet finalement pour une souscription de 100 000 € d'avoir la diversification d'un portefeuille professionnel de plusieurs millions. Voilà. OK. Alors il y a une question sur la fiscalité, tout le monde n'a pas tout à fait compris, on est allé un peu vite. Donc pour le coup, si c'est une entreprise aujourd'hui qui souscrit, à, ce fonds, J'entends plus petit. ouais, Non, c'est dans la présentation et c'est détaillé, mais c'est un outil, mais vas-y, je te laisse le développer, donc Antoine. pour le coup, hop, donc si on est sur une personne morale, ce qu'a dit Julien, en fait, on bénéficie, donc d'une exonération, totale, une exonération des plus-values à long terme. Vous l'avez en vert sur la colonne de droite. À gauche, vous avez donc pour une personne physique une exonération d'IR totale. Seuls les prélèvements sociaux sont dus, c'est-à-dire les 17-20. Donc j'espère que pour tout le monde c'est clair. Donc la contrepartie, c'est qu'il y a quelques contraintes juridiques au sein du fonds, mais ça c'est Julien et ses équipes qui s'en occupent dans la construction. Et grâce à cette construction et au respect du cadre juridique des fonds fiscaux de ce type, vous bénéficiez donc pour les personnes physiques d'une exonération d'impôt sur les plus-values hors prélèvements sociaux et d'exonération sur les plus-values sur les personnes morales. Donc dans les deux cas, ça reste très intéressant.
Voilà. Ou dans le pire des cas, on sera à 15% sur un taux un d'IS réduit, mais on n'aura pas la totalité, en tous les cas, taxée à 25. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. Alors, la vraie contrainte, en fait, hein, du cadre fiscal, pour moi, en fait, en tant que gestion, c'est qu'il faut qu'il y ait 50% du fonds qui sont investis dans des entreprises européennes. Donc c'est pas non plus une contrainte, délirante, loin de là. Donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer et respecter, mais c'est pas quelque chose qui va, en fait, m'obliger à investir vite, désinvestir vite ou, perturber, en fait, la performance. La contrainte, en fait, pour les souscripteurs, c'est un engagement de conservation de 5 ans. Pour les personnes physiques, ça veut dire que je ne peux pas distribuer, en fait, pendant les 5 premières années. Je peux faire des distributions, mais ça reste bloqué dans le fond sur un compte séquestre qui devient disponible au 5e anniversaire, en fait, hein, de la signature du bulletin de souscription. Donc, Donc en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est deux choses pour conclure là-dessus et pour comprendre sur la fiscalité. Donc, petit 1, ça ne dégrade pas la performance. non, D'accord? Les contraintes fiscales ne dégradent pas la performance. Hein, c'est Eric qui pose cette question-là. Très clairement, aujourd'hui, le non, pas cadre fiscal ne dégrade pas la performance. La deuxième chose qui est importante, c'est tu n'as pas de contrainte de durée d'investissement de blocage quand tu fais des investissements. C'est-à-dire que tu investis comme si tu n'avais pas de contrainte fiscale. La seule chose, c'est que pour les investisseurs qui, eux, ont mis leur argent, ils ne pourront récupérer leur argent qui aura été distribué qu'au terme des 5 ans de blocage. On est voilà, d'accord? c'est exactement ça. Bon, très bien. Ça permet de. Alors, Julien, en tous les cas, je te remercie beaucoup pour cette intervention. J'espère que ça a été très clair pour tout le monde. Donc, pour le coup, pour tous ceux qui connaissent, vous retrouverez bien évidemment ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Vous l'avez également en replay pour ceux qui sont inscrits disponibles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On a de plus en plus d'abonnés à la chaîne YouTube. On reste à votre disposition, Hélène, Xavier, moi-même, pour répondre à toutes vos questions. S'il y a des questions un peu techniques, me permettrai de les passer à Julien et à ses équipes par la suite. On te remercie grandement pour cette belle intervention. Merci pour tout. On vous souhaite à tous un bel été. Julien, merci. Merci. Bah, merci Jean-Olivier pour l'échange et puis, bah, comme tu l'as dit, à votre disposition, hein, soit évidemment par Jean-Olivier ou même, je suis facilement, trouvable en fait sur LinkedIn s'il y a des questions un peu techniques ou des sujets qui vous intéressent particulièrement. Mais pour le produit, n'hésitez pas à en parler en fait à Jean-Olivier qui saura vous répondre en fait dans un premier temps avec grand plaisir. Et Julien, comme vous l'avez pu le constater, est un passionné. Et comme j'ai tendance à dire, il est passionné et passionnant. Donc Merci. voilà, n'hésitez pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Merci. Donc bel été. À très vite. À très bientôt. Et on vous remercie pour votre écoute attentive. Au revoir, merci.